tu es né en 1951 dans l'Ain. Je suis un vieil entrepreneur. Non, ouais. dans l'Ain. Dans l'Ain, oui. Dans une ville qui a, j'ai compté hier, 11 089 habitants. C'est possible. Bellegarde? Exactement. Ah bon, je savais pas. Oui. Ingénieur de formation, et puis alors il a commencé sa vie, tu vas te balader, tu vas aller en Iran, tu vas aller dans le Golfe Persique, tu vas Voilà, aller sur des plateformes, plateforme. voilà. Donc, un vrai métier d'ingénieur. C'était un peu le passion Indiana pour la Jones technique. des ingénieurs, non? Je le voyais comme ça. Ouais. Je le voyais comme ça. Je trouvais que c'était un style de vie. Je trouvais que c'était Et fantastique ton pire de souvenir prendre des de hélicoptères. voyage aux quatre coins du monde, c'était quoi? Oh, c'est d'être parti en Algérie pour 2 ans et d'être rentré le lendemain, en fait. Ah oui. Ouais, parce que un problème. Et ton meilleur souvenir, c'est d'être rentré le lendemain? Non, mais parce que j'étais trop jeune et que sur place, le client n'a pas voulu de moi. Donc voilà. Vrai. Donc oui, comme quoi. Bon. Mais sinon, c'est des souvenirs fantastiques parce que se retrouver à 24 ans, patron de la construction d'une centrale dans le sud de l'Iran, en face du détroit d'Ormuz. Après, patron de la mise en service d'une plateforme de forage en mer du Nord, etc. C'était, pour un ingénieur, c'était passionnant. Tu étais marié à l'époque ou pas? Oui, c'était mon projet. Enfin, la question, c'est avec laquelle? C'était mon premier mariage. Il s'est fait retour d'Iran. Il s'est fait retour d'Iran. Alors, ensuite, 1980, tu crées ta première boîte. Alors, 1980, je fais la première et puis ce qui allait devenir un système, Bien finalement. sûr. Mais pourquoi t'as créé? Pourquoi? Parce que c'est bien d'être salarié, t'es peinard, tu vas au prud'homme, tout ça. Là. Pourquoi prendre des risques et devenir entrepreneur? Ouais, alors moi je ne le voyais pas comme ça. La boîte dans laquelle j'ai bossé, d'abord j'ai été recruté par un patron, un type extraordinaire. Il m'a reçu en sabot. Avec il faisait du vin. Alors il faisait du vin dans le Tricastin, donc c'était pas une région, c'est pas le Champagne, c'est pas. Mais ils ont changé de nom d'ailleurs parce que. Et il m'expliquait, et il m'expliquait, il me disait, vous savez, Louis, faire du vin, c'est quand même vachement plus compliqué que de faire une centrale nucléaire. Quoi. Donc, est-ce qu'il avait tort? Oui, parce qu'il savait pas faire du vin. D'accord. Donc voilà. Donc, tu crées ta boîte, tu rachètes donc je rachète sa société en me disant c'est vraiment un bel objet, on peut en faire de belles choses et avec cette idée c'est un style de vie quoi. Moi le peu de temps que j'étais salarié, je bossais pas, j'avais un style de vie. Ouais. J'étais dans les avions, les hélicos, les machins, les trucs. Dans le micro, tiens. Non, mais le micro là, c'est voilà. Okay. Oui. Et donc voilà, donc je crée la boîte. Alors avec un projet quand même assez ambitieux, c'est de faire une société d'une 50aine d'ingénieurs dans les 20 ans qui venaient. J'ai déjà 50 salariés. Ouais, ça fait du monde. Ça fait du monde, il faut s'en occuper. Et puis, il suffit d'être au bon endroit au bon moment. Bon, on est passé par une pointe de 10 000. Collaborateurs. Vous êtes 7000 aujourd'hui. On est 7000 parce qu'en 2017, comme je me voyais vieillir, je trouvais que je fatiguais. 51, ça va. Comment? T'es né en 51, ça va. Ouais, donc ça fait 70 ans quand même. Oui, mais ça va, tu les fais pas. Ouais. Mais alors, quand même, que les décalages horaires, tu les sens quand même. Et donc je me suis dit, j'ai vendu, et là, il faut être actionnaire, il faut être propriétaire de sa boîte, j'ai vendu 60% du chiffre d'affaires, si vous voulez. Et parce que j'ai vendu tes 60% du chiffre d'affaires. Plutôt pas mal. Plutôt bien, quoi. Plutôt bien. Et alors toi, ton credo, c'est le nucléaire. Dès qu'il y a un truc nucléaire dans le monde, ma passion, c'est le nucléaire. Et l'idée, j'ai dit, on se ressente partout où il y aura un projet. J'ai eu cette conviction de dire le nucléaire, c'est tellement beau, mais comment est-ce qu'on peut se passer du nucléaire? Bon, c'est vrai que je suis tombé dedans tout. Qui est anti-nucléaire là? Allons-y, juste pour voir tes ennemis dans la salle là. Il y a soit des faux. Ah, madame, voilà, il y en a une qui est honnête. Oui, alors oui. Le vrai. Non. Et c'est une femme en plus. Le vrai sujet, c'est de savoir pourquoi on est pour ou pourquoi on est contre. Et c'est pareil avec les éoliennes. Hein. Donc, parce que malheureusement, sur tous ces sujets-là, et le but du bouquin, d'ailleurs, c'est d'essayer d'expliquer. On traite tout dans le bouquin. On traite tout dans le bouquin, les accidents, Fukushima, etc. Bon. Et en fait, on a été rattrapé par la problématique du réchauffement climatique et surtout par le fait que, alors là, je vais commencer à provoquer, c'est que le renouvelable, ça ne marche pas. Et là, aujourd'hui, tout le monde commence à comprendre que ça ne marche pas pour une raison simple, c'est qu'on nous a expliqué pendant 20 ans qu'on allait stocker l'énergie et il y a zéro solution pour stocker l'électricité. Parce que l'électricité, ça ne se stocke pas et ça voyage mal. Donc aujourd'hui, pour schématiser, les renouvelables, c'est bien pour les gros pollueurs, c'est-à-dire c'est bien pour les gens qui produisent l'électricité au charbon, et c'est 75% de la planète. Ouais, c'est énorme. Bon. Mais quand on a fait ce qu'on a fait en France dans les années 80, c'est-à-dire de totalement décarboner notre production d'électricité, c'est complètement, je l'assume, hein, c'est stupide de faire du renouvelable. Et si aujourd'hui on explique qu'on va faire à la fois du nucléaire et du renouvelable, c'est un discours purement politique qui n'a aucune rationalité technique. Et on est bon, nous, au nucléaire. On dînait là, il y a 2 jours avec ta marraine, je sens le propos un peu sarcastique. Non, alors, c'est une question. À quelques milliards près, on n'est pas à quelques milliards près. Le problème, c'est qu'on se perd toujours dans les détails. En fait, si on regarde la mission d'EDF, c'est de produire l'électricité.
EDF produit depuis 40 ans l'essentiel de son électricité avec 58, enfin maintenant 57 réacteurs, on a arrêté Fessenheim, et quand même EDF est le meilleur opérateur de la planète en termes de coût d'électricité, de toutes les analyses d'incidents, etc. Donc c'est un très bon opérateur. Pourquoi? Parce qu'on a une seule technologie de réacteur, etc. On peut l'expliquer. Après, on n'a pas fait de centrale nucléaire pendant 20 ans. Il y a des histoires franco-françaises de, bon, peut-être pas trop citer de nous, mais voilà, on a certains grands commis de l'État, des gens extrêmement brillants qui nous coûtent effectivement très cher, mais ce sont des gens très brillants. Donc, bon, on ne peut pas leur en vouloir de nous coûter quelques dizaines de milliards. Dominique, mais c'est quand même la COP26, ça sert à rien, non? Ah bah, la COP26, ça montre comment on est sur une très mauvaise trajectoire. Parce que quand on reprend en fait, le problème de la COP, si on veut rester simple, le problème de la COP, c'est de traiter les problèmes, et ça a été pareil sur la COP 21 à Paris, de traiter les émissions domestiques par pays et de ne pas traiter ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. C'est-à-dire d'additionner aussi le carbone dans les produits qu'on consomme. Ce qui fait que, suite au COP, les gens ont dit, ben, c'est vachement simple. En fait, moi, si je veux améliorer mon bilan carbone, j'envoie à l'autre bout de la planète toutes les usines qui polluent, j'importe du chômage, parce qu'au bout du compte, c'est quand même ça. Hein, et puis voilà. Et puis les Chinois disent, ben, on s'excuse, mais nous, on commencera à émettre... Alors, à la COP 21, ils avaient dit, nous, on s'excuse, mais on commencera à baisser nos émissions en 2040. Puis là, ils disent, ben non, finalement, on a réfléchi, c'est pas possible, c'est 2070. Quoi. Donc c'est ce qu'on appelle un horizon. C'est que, au fur et à mesure que vous avancez, il recule. Et donc, je pense que la COP26 montre que on est très très mal parti sur le réchauffement climatique. Alors après, personne ne sait à quel moment ça va être une vraie catastrophe. La vraie catastrophe, c'est quand il va se passer... C'est pas super drôle ce que tu racontes. Hein. Ouais. Non, mais enfin, il se dit que la planète a connu quand même 5 ou 6 extinctions complètes de toutes les espèces sur quelques centaines de millions d'années. C'est un peu le problème. Et alors, Dominique, si demain on a un président vert, parce que potentiellement ça peut arriver dans un an, dans moins d'un an, qu'est-ce qui se passera là? Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas être au chômage, non? Non, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Parce que on a un problème, c'est qu'on a l'électricité la moins chère, la plus décarbonée. Donc de toute façon, si on bouge trop, on va avoir une électricité qui va rejeter plus de carbone, qui va coûter plus cher. Et là, le prix de l'électricité, en Allemagne, c'est déjà 2 fois le prix de la France. Ils sont sur une tendance, les Allemands, ils vont encore doubler le prix de l'électricité. Je vais expliquer l'éolien, parce que, bien sûr, je pense qu'un certain nombre de personnes doivent penser que je suis un anti-éolien primaire, puisque je suis un pro-nucléaire primaire. Et en fait, l'éolien, c'est un vrai sujet, comme le solaire. C'est l'intermittence non contrôlée. Imaginez, vous avez dans une... Non, mais tu as tout le temps que tu veux. Non, c'est ce que ça me rappelle. Dans une année, il y a 8000 heures. C'est 365 jours multiplié par 24. Pour l'instant, je pense que je perds personne. Donc, il y a 8700 heures, exactement. Bon. Une centrale nucléaire, ça peut fonctionner, quand ça marche bien, 7500 heures par an, mais il y a un peu des travaux de maintenance, etc. Les éoliennes, alors c'est là où il faut... Les éoliennes, ça tourne souvent, mais si on fait l'équivalence à pleine puissance... Une éolienne offshore, c'est-à-dire les plus performantes, on considère que ça fait une équivalence de 3700 heures, donc presque la moitié. Ah oui. Donc déjà, il y a un sujet. Ensuite, vous avez, donc, ça c'est la quantité d'électricité à produire dans l'année, alors que ce soit 800 TWh, on s'en fout, enfin il y a un chiffre comme ça. Et après, il y a un vrai sujet que tout le monde va comprendre, c'est le problème de la pointe l'hiver. Vous imaginez un cas de figure qui est tout à fait plausible. Oui. Cet hiver, pendant 3 semaines, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On souffle. Donc, dès qu'on fait de l'éolien, si on veut sécuriser les approvisionnements, c'est ce que font les Allemands, au fur et à mesure qu'on fait de l'éolien, il faut à nouveau des énergies fossiles. Alors, le progrès, c'est qu'ils vont finir par arrêter leur charbon, mais ils ne l'arrêtent pas tout de suite, parce qu'ils ont bien compris le sujet. Et plus vous faites d'éolien, plus il vous faut d'énergie fossile, puisque quand votre éolien ne tourne pas, il faut pouvoir produire la même puissance. Donc bien sûr, alors tout le monde dit, ouais, mais il y a la météo, on va prévoir, et puis on va faire des contraintes, on va écréter, etc. Mais le vrai sujet, c'est la pointe. Parce qu'en plus, si d'aventure demain, il y avait un pays qui était dans le noir, le redémarrage serait extrêmement compliqué. Comme tous les réseaux sont interconnectés. Donc voilà, donc les renouvelables, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de solution pour stocker l'électricité. Si vous voulez, voilà. Et ça, c'est indiscutable. C'est imparable. Le capital d'un système, t'as qui? Il y a Dominique Louis à 60%, et puis j'ai le marché. Je suis en bourse. Le marché, quoi. Et d'ailleurs, avec le recul, pour une boîte qui veut se développer, tu lui conseilles quoi? Un bon fonds d'investissement ou une bonne introduction en bourse? Aujourd'hui, une boîte, une ETI, une boîte familiale comme nous, moi je pense que c'est le fonds d'investissement. Moi je suis rentré en bourse en 95, il y avait encore la bourse de Lyon, le second marché.
Ça ne rajeunit pas. Hein. Donc, on était un peu une star. On était né à Pierre-Latte. On était, bon, aujourd'hui, on n'existe pas, quoi. Donc aujourd'hui, la bourse pour des entreprises. Donc alors, soit tu es dans un modèle scalable, hein, c'est-à-dire tu dis moi j'ai une plateforme, voilà, je vais cramer 50 millions de dollars dans les 3 ans qui viennent, mais après je vous promets mon truc, je deviens leader mondial. J'ai un modèle type Amazon, type. Là, il faut aller en bourse là. Parce que les milliards arrivent à l'appel. Enfin, il y a des nouvelles sociétés qui se créent. Là, mais pour un BP normal. Mais pour une entreprise familiale qui s'inscrit dans la durée, etc., la bourse aujourd'hui, c'est une bonne solution. J'ai vu que même Xavier Niel sortait de la bourse. Et dis-moi, le plus beau métier du monde, c'est patron d'une belle ETI comme la tienne ou alors architecte? Alors, c'est vrai que j'ai une passion pour l'architecture. Je pense que j'aurais aimé être architecte parce qu'il y a une dimension artistique. Mais une centrale nucléaire, c'est magnifique. Quand alors là, il ne faut quand même pas exagérer, parce que c'est beau. Attends, la cuve d'un réacteur, c'est acier qui est usiné. Même le génie civil, le béton, où il n'y a pas la moindre fissure, je veux dire, quand on voit ce que font certains artistes comme Sierra avec des tôles, les trucs, c'est aussi beau que des sculptures de Serra. Quoi. Ouais. Donc oui, mais j'aurais aimé être architecte. Ouais. Et côté lecture, si je te dis 1775, tu penses à qui? J'en sais rien, je vois peu. Je t'aide, Ajaccio. Ah oui, parce que un des derniers bouquins que j'ai lu, c'est la biographie de Lucien Bonaparte. Bravo. Voilà, donc effectivement, qui est un personnage finalement plutôt sympathique, parce que, alors, il avait le sens de la famille, même si, bon, il trompait son épouse très souvent, il avait quand même un vrai sens de la famille, mais à l'époque, n'écoutez pas. Voilà. Non, mais c'est pas bien. Et puis quand même, il a tenu tête à son frère. Ouais. Et il a accepté de ne pas faire une carrière, il est resté fidèle à des idées quand même républicaines. Et il est allé s'installer en Italie, il a développé les arts. Enfin, donc c'est un personnage plutôt sympathique, Lucien Bonaparte. Alors, haute passion avouable de Dominique, le rugby. Est-ce que tu as joué au rugby? Alors oui, il y a bien longtemps maintenant, mais effectivement, étudiant, j'étais pas un grand joueur. Quoi, troisième ligne, deuxième ligne? Non, à l'époque, j'étais arrière, parce que je faisais 75 kilos. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Et donc tu supportes qui là? Tu as été partenaire du Racing pendant longtemps. On était pendant 10 ans sur le maillot du Racing. Donc je garde beaucoup d'affection pour le Racing. Ouais. Donc, un pronostic pour samedi contre les Blacks, on les tôle comme les Irlandais ou on se prend une tôle? Je pense qu'on se prend une tôle. Ouais, ils vont être vexés, devant, on fait pas, ça va pas devant. Ouais. Et en 2023, on va se la gagner enfin cette du monde. Oui, d'abord, c'est jamais plié. Mais là, je pense que vu les 2 derniers matchs à court terme, je pense qu'on n'y est pas. Quoi. Celui 2023, on a un peu de temps. Mais 2023, on a un peu de temps. Mais là, ça me dit. Mais d'un autre côté, c'est quand on est dos au mur que. Voilà. Ouais. Donc, mais c'est vrai que l'Argentine, c'est ce qui est plaisant dans ce sport, c'est que quand même, c'est pas toujours écrit. Quoi. Ouais. Et surtout contre les Blacks. Avant les questions spontanées, c'est Amélie qui portera la première. Toi, Dominique, tu adores le vin. Oui, je suis un amateur de vin. Oui, j'ai des bouteilles dans ta cave. Oh, j'en ai quelques milliers, bon. mais c'est parce que c'est beau une cave. Mais c'est un peu comme une centrale nucléaire. J'aime bien aller dans ma cave et voir les régions. Et t'es plutôt quoi? Bordeaux, Bourgogne, français, étranger, Vallée du Rhône, Coteau du Tricassin? Moi, c'est classique, c'est-à-dire bien sûr un grand Bordeaux qui peut dire qu'il n'aime pas un grand Bordeaux. Mais j'aime bien les Bourgognes, j'aime bien un peu les genre Chambol-Musigny, Von Romanet. Je trouve qu'il y a une élégance, une finesse. Et puis parce que j'ai fait une bonne partie de ma vie dans le sud-est, voilà, les Châteauneuf-du-Pape, les Vaqueras, les Gigondas, et même maintenant d'ailleurs, la Loire aussi, il y a des coteaux du Ventoux. Alors je connais moins de la Loire et je connais pas du tout Demain matin en te réveillant, t'auras, ça y est. Et il y a maintenant même des très bons vins qui se font, des coteaux du Ventoux, des choses comme ça, là, en Provence, il y a des choses excellentes, des jeunes qui font des très très bons vins. Question spontanée, Amélie pour la première question, voilà, tu as le micro, ça sera Hugues Pouget, tiens, pour la deuxième question, Michel Pébert pour la troisième. Simon, super en tête. En vous écoutant, je me posais une question qui était est-ce que quand on est à système, on prépare l'élection présidentielle? Ah. Tu vas voter pour qui d'ailleurs? Alors, je sais pas, pendant longtemps. Alors bon, j'ai eu un parcours jeune un peu. J'étais assez adepte de l'élection Piège-à-Con. Donc pendant longtemps, j'ai pas voté. Mitterrand, alors, il y a longtemps que j'ai pas voté. Mais maintenant, les élections présidentielles, ce qu'on fait, c'est que je peux le dire, hein, j'alimente certains candidats de notre technique sur les sujets que je connais parce que je trouve qu'ils ne connaissent pas les dossiers. Quoi. Mais de quel parti, de quel côté des candidats? Partout. Tous les gens j'en vois un maximum. Alors il y a ceux qui ne veulent pas me voir, mais je vois un maximum de candidats qui veulent me voir. J'ai même vu des syndicalistes, le patron de grands syndicats, qui veulent, voilà, qui écoutent, parce que c'est ce qui me frappe le plus, c'est que tout le monde est pour ou tout le monde est contre une partie, mais les gens en fait ne savent pas pourquoi.
Donc, c'est bon, tu l'aimes bien, oui, hein. C'est trop facile. Ouais. La question est trop facile. Bon. La question est trop facile. Simon, moi j'ai une question. Quelles ont été les qualités, enfin tout ce que vous avez mis en avant pour arriver jusque-là. Enfin voilà, qu'est-ce qui a fait votre force pour alors, je porte Brive au rugby. Hein. Oui, Brive. Moi, j'aime bien le Racing. Je vais être un peu provocateur, c'est que je suis quand même d'une nature feignante, et donc je fais les choses bien quand j'aime, quand je me passionne. Et très tôt, donc le métier que j'ai fait me passionnait, et donc je me suis engagé à fond, et je pouvais bosser 12 heures par jour, c'était pas un problème. Et donc très tôt, je suis allé, comme moi, les actifs de la société, c'est des hommes et des femmes, des ingénieurs. On n'a pas d'actifs industriels, on produit rien, on ne fabrique rien. Donc très tôt, je me suis dit que la qualité du produit à système, c'était d'avoir des gens, bien sûr, qui avaient un bon diplôme, qu'on formait, et puis des gens heureux de vivre, bien dans l'entreprise. Et depuis le début, je suis parti avec cette idée que l'entreprise était un lieu de vie, donc c'était un lieu où on pouvait parler de problèmes de sens, etc. J'avais été très très frappé par, à l'époque, Hewlett-Packard, par les fondateurs, qui avaient une espèce de bible qui s'appelait le HP Way. Comment on est une bonne entreprise, dans le comment. Et ça, c'est des choses qui me parlaient. Après, j'ai croisé pas mal de... Alors aujourd'hui, on appellerait ça des coachs, des gens qui expliquaient, je m'en souviens, un qui devait s'appeler Le Moine, et qui citait comme exemple... Christian Lemoine. Christian Lemoine, voilà. Bon, ben, et Monsieur Prudhomme qui suit Monsieur Lemoine. Voilà. Donc, voilà. Donc il y a 25 ans, j'ai fait des choses avec Lemoine. Après, j'ai fait et j'ai introduit l'entreprise le fait que, comme moi, je suis je le suis encore extrêmement timide. Je suis un peu moins qu'il y a 30 ans, mais c'était très difficile pour moi d'aller voir des clients, d'aller Mais c'est comme tous les timides, quand vous passez la timidité, après on vous arrête plus. Et avec les filles, comment ça marchait à l'époque? Très timide, très timide. Donc il fallait aussi que tu... Voilà. Donc, mais finalement, ce qui est bien, c'est de progresser. Donc je continue à apprendre aujourd'hui. Hugues Pouget, le fondateur de la plus belle maison de chocolat, qui s'appelle comment? Hugo Victor. Voilà. Bonsoir. Et après Bonsoir. Antoine. C'était pour rebondir sur vos explications sur l'énergie renouvelable. Vous dites qu'aujourd'hui, on ne peut pas stocker l'énergie. Ouais. Mais vous êtes ingénieur. Est-ce que demain, aujourd'hui, les technologies avancent vite, l'informatique avance vite. Est-ce que demain, on n'arrivera pas à la stocker, cette énergie? Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Les technologies avancent vite, ça dépend. L'informatique avance vite, oui. La loi de Moore reste vraie en informatique. C'est-à-dire que les prix s'écroulent et on arrive à mettre de plus en plus de transistors sur une petite pastille. Dès qu'on est confronté, j'allais dire, aux règles de la physique et de la chimie, c'est pas si simple que ça. La fameuse batterie au lithium, qui est la batterie la plus performante, elle a été inventée à la fin des années 50. Donc aujourd'hui, s'il y avait des technologies Parce que bien sûr, on peut dire, on pourrait mettre des batteries, mais je veux dire, ça n'a pas de sens. Enfin, d'abord, le volume que ça représenterait. À un moment donné, pour vous donner un point de repère, finalement, quel est le grand plus du nucléaire? C'est que dans 1 gramme d'uranium, c'est tout petit 1 gramme, parce que c'est très dense, c'est très très lourd, vous produisez autant d'électricité qu'avec 1 tonne de charbon. Et 1 tonne de charbon, en gros, va rejeter 2 tonnes de CO2, alors la pureté. Et votre gramme d'uranium, ces fameux déchets dont tout le monde parle, personne n'a jamais vu, c'est 1/100e de gramme. Comment? Et ça peut éventuellement se réenrichir. Mais alors après, c'est un problème de coût, voilà. Donc donc le vrai problème, c'est que les seules solutions possibles seraient des batteries, mais il faudrait tous, j'en avais parlé Jean-Bernard Lévy, on avait fait des calculs, enfin il faudrait tous qu'on ait des tonnes de batteries chez nous pour tenir quelques jours. Ouais. Les Belges sont en train de faire un calcul, ils font la plus grande ferme là, de batteries de la planète pour stocker peut-être 1 journée de consommation d'électricité. Mais s'il n'y a pas de vent pendant 3 jours, bon, voilà. Donc si vous acceptez le modèle où je me lave quand il pleut et je me chauffe quand il y a du soleil, c'est-à-dire effectivement le modèle logique de la décroissance, mais qui est une absurdité dans nos sociétés, parce que de toute façon, quand on regarde, nous la France, on pèse 1% des rejets de la planète, l'Europe, on doit être à moins de 10, et en 2050, nous, on sera à 0,6, et l'Europe à 7%. Et en Europe, le plus gros pollueur, c'est l'Allemagne, mais loin, loin derrière, l'Inde, la Chine, etc. Donc, en fait, il n'y a pas de solution de stockage. Alors, il y en a une, mais qui existe depuis longtemps, c'est l'hydraulique. Vous avez un barrage, vous retenez de l'eau et vous le pilotez. Mais sinon, malheureusement, je dis bien malheureusement, parce qu'il n'y a pas de solution. Donc, bien sûr, il y a des tentatives. Chez vous, vous pouvez toujours mettre 2-3 batteries, etc. Mais vous allez voir que ça coûte cher, c'est du bricolage, et ce n'est pas une solution globale. Alors, quand vous entendez aussi Lanchon qui vous parle de la géothermie, si vous voulez, moi, à titre personnel, à la maison, je fais de la géothermie, mais c'est juste une usine à gaz. Et puis, quand vous voyez l'emprise au sol
d'une installation de géothermie pour une maison, s'il fallait qu'on soit tous alimentés par la géothermie, voilà, etc. Donc malheureusement, il n'y a pas de solution. Et donc, à moins qu'il y ait vraiment une innovation. Et aujourd'hui, si on enlève l'informatique, justement, on voit bien que dans beaucoup de domaines, quand il y a quelque chose dans un laboratoire qui marche, il faut 10-20 ans pour le développer. L'avion à hydrogène, bon, Antoine, ça va prendre une vingtaine d'années. Dominique, là, pour un timide, quand même, tu vas. Hein. Donc Antoine, qui est le nouveau directeur général de Manutan, et on terminera avec madame, si vous avez une question à poser, si vous voulez poser une question. Bonsoir, merci beaucoup. Alors moi j'ai une question Fabrice, qui est très simple à poser, mais peut-être un peu complexe à répondre. Techniquement, il y a des solutions, tout ça est très très bien. Comment on fait dans un monde où on a Greta Thunberg, où on a des gilets jaunes, où on a des enfants, où on a des flux migratoires, où on a des éléments sociétaux à prendre aussi en compte? Techniquement, tout ça est très intéressant. J'ai du mal à me projeter de manière politique, internationale. Voilà, tout ça peut être aussi abordé sur... Concrètement, on fait comment? Alors, on invite tous aux autres Beauval. Moi, je suis optimiste parce que regardez le basculement qui se fait dans l'opinion française sur le nucléaire. C'est juste quand on a expliqué aux gens que notre kilowattheure nucléaire, en fait, était calculé sur le prix du gaz et le prix du gaz montait. Donc, c'est pas un bon motif, mais les gens deviennent pro-nucléaires pour ça. Donc, de toute façon, il y aura des réalités qui feront que... Moi, je crois qu'il y aura une sagesse. Alors après, on va peut-être perdre du temps. Le vrai risque, en fait, dans tout ça, c'est... il se trouve que j'ai travaillé avec un prix Nobel qui s'appelle Prigogine, qui est l'inventeur de la théorie du chaos. Et alors Prigogine, c'est intéressant, au-delà de ses idées sur l'auto-organisation, je suis un grand adepte de l'auto-organisation, en fait je laisse travailler les autres, ce qui est quand même un bon système, c'est que vous avez ce qu'on appelle des bifurcations. Alors le météorologue le dit, c'est-à-dire que demain, par exemple, vous laissez une casserole sur le gaz avec de l'eau, toute l'eau s'évapore, la casserole devient rouge, vous coupez le gaz, la casserole va refroidir, elle vient ce qu'elle était. Le problème du climat dans un système complexe comme la planète, où vous avez que le système d'interaction, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir ce qu'on appelle une bifurcation et vous ne reviendrez jamais à l'état initial. Un exemple simple, imaginez que vous ayez un réchauffement climatique qui fasse qu'au niveau des glaces, à un moment donné, vous passiez au-dessus de 0 degré, vous fondez les pôles, donc vous aurez la chaleur, et à ce moment-là, vous allez rentrer en glaciation. Toutes les espèces vont disparaître dans l'océan. Bon, accessoirement, le niveau des mers va monter. Donc, vous ne retrouverez jamais la situation d'avant. Et le vrai danger, c'est ça qui est difficile de... Vous savez, il y a une pub d'Engie que je trouve fantastique, parce qu'on voit un jeune avec une casquette, la visière en arrière, et puis il dit, le réchauffage climatique, 4 degrés, mais c'est que dalle, on s'en fout, quoi. Et voilà, et c'est ça. Alors, en fait, c'est une très mauvaise pub de parler d'un réchauffement climatique, d'1,5 degré. Dernière question, Dominique. Question en 10 secondes, réponse en 30 secondes, parce qu'on a faim et soif. Ah bon, alors, j'ai 2 questions rapides. Ouais. Vous pensez quoi de la méthanisation? Je dis ça en complément. Je dis ça parce que j'ai une usine qui fonctionne très bien avec... Toutes les solutions complémentaires sont bonnes. L'hydrogène, c'est bon, mais aujourd'hui, on a besoin de blockbusters. Comment est-ce qu'on va remplacer les 75% de charbon qui font l'essentiel de l'électricité de la planète? C'est ça le vrai sujet. Sinon, tout est le bienvenu, tout ce qui est au niveau de la biomasse, etc. Il faut tout prendre. Mais il faut tout prendre. Mais malheureusement, il n'y a pas quelque chose... Rodolphe, le patron donc, du zoo de Beauval. Bien sûr qu'il faut tout prendre. Je fais la méthanisation avec des crottes d'éléphants et de pandas. Parfait. Voilà. Il suffit d'avoir un éléphant dans son jardin. Voilà. Mais bien sûr qu'il faut tout ça. Deuxième question rapide, je crois 2030, 100% des véhicules en France électriques. Combien de réacteurs nucléaires en plus et combien de temps pour les construire pour être prêt en 2030? Qu'il fallait que je réponde. La réponse est dans la question. Bon, c'est évident. Et encore, on n'est pas les plus mal lotis parce qu'on a quand même le parc actuel et que finalement on va pousser les réacteurs, on va les pousser à 80 ans. Les Américains sont en train de les pousser à 80 ans. Mais si vous prenez les Allemands, si vous voulez, ils vont acheter des voitures électriques et puis ils ont des centrales à charbon et puis des centrales à gaz, quoi. Donc voilà. Bon, alors, ce bouquin-là, dédicacé ce soir par son auteur, Dominique Louis, Énergie nucléaire, le vrai risque. Il devait être brillant, il a été, on applaudit très très chaleureusement Dominique. Merci.